L'histoire de l'humanité est marquée par des changements constants sur la carte politique. De nombreux États qui étaient autrefois puissants et importants n'existent plus aujourd'hui. Ils se sont soit fondus dans des nations plus grandes, se sont effondrés à cause de guerres et de conflits, ou se sont dissous pour d'autres raisons. Dans cette vidéo, nous jetons un coup d'œil à certains de ces États oubliés, examinons les raisons de leur disparition et considérons l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. Aujourd'hui, nous allons découvrir de puissants émirats en Grèce, explorer les origines de la Russie actuelle et même faire un détour par Majorque, qui fut autrefois un royaume à part entière. Commençons en l'an 824 en Grèce. La Crète avait longtemps fait partie de l'Empire byzantin ou de l'Empire romain d'Orient, mais avec l'expansion de l'islam, la domination sur l'île devenait de plus en plus fragile. À plusieurs reprises, des califes du Moyen-Orient lancèrent des raids sur la Crète, mais jusqu'à ce moment-là, personne n'avait réussi à établir une domination durable. Cela allait toutefois changer radicalement au début du IXe siècle. Après une révolte ratée en Al-Andalus, l'Espagne musulmane, des dizaines de milliers de rebelles furent bannis du vaste empire musulman. Ce groupe, dirigé par Abu Hafs, se tourna de plus en plus vers la piraterie en cherchant un nouveau foyer. Ils attaquèrent fréquemment la riche Crète, qui était faiblement défendue par les Byzantins en raison de sa position stratégique. 6 raids occasionnels évoluèrent progressivement vers une prise de territoire. Les pirates finirent par amener leurs familles d'Espagne et conquirent peu à peu toute l'île. La Crète se sépara finalement de l'Empire byzantin et Abu Hafs proclama l'émirat indépendant de Crète. Cela était assez unique car l'île était complètement indépendante du grand empire musulman des Abbassides, contrairement à d'autres émirats. Abu Hafs établit sa propre dynastie et nourrissait de grands projets. Grâce à la position stratégique de la Crète, les régions fertiles de la Grèce et de l'Anatolie étaient désormais à sa portée. N'oublions pas qu'il était toujours connu comme un prince pirate. Ainsi, dans les années qui suivirent, la Crète devint un bastion de la piraterie, souvent appelé émirat pirate. Ils prirent rapidement le contrôle de certaines des routes commerciales les plus importantes, et les régions côtières de Byzance étaient désormais constamment menacées. De plus en plus de gens venus d'autres régions, en particulier de Syrie et d'Afrique du Nord, rejoignirent l'émirat, toujours à la recherche de richesses et de nouvelles proies. En poursuivant leur expansion, d'autres îles de la mer Égée et même quelques points stratégiques sur le continent grec tombèrent entre les mains de l'émirat. À un moment donné, Athènes fut occupée, Thessalonique fut pillée et même la capitale, Constantinople, fut menacée. Mais ils avaient dépassé les bornes. Après des décennies de ravages sur les côtes, les Byzantins lancèrent une contre-attaque. Avec une flotte et une armée massive, ils naviguèrent vers la Crète et assiégèrent la capitale de l'émirat pendant près d'1 an. Les pirates s'étaient toujours concentrés sur des attaques rapides et des pillages, mais échouèrent en tentant de défendre leur propre territoire. Finalement, la capitale tomba et, morceau par morceau, toute la Crète fut reprise. Le dernier émir de l'île et son fils furent capturés et emmenés à Constantinople. Les musulmans de l'île furent soit tués, soit réduits en esclavage. Ainsi, en l'an 961, l'histoire de plus de 100 ans de l'émirat de Crète prit fin, et les Byzantins reprirent le contrôle de l'île. Mais maintenant, sautons vers des contrées beaucoup plus froides. Au XIIIe siècle, autour de Moscou, une histoire se déroulait qui allait profondément changer le cours du monde. Jusque-là, presque tout le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Russie faisait partie du puissant empire mongol. Cependant, au sein de l'empire mongol, de petites principautés commencèrent à se former au XIIIe siècle, dont l'une autour de la petite ville de Moscou. Initialement, la principauté de Moscou était minuscule, et son territoire s'étendait à peine au-delà des limites de la ville de Moscou. Mais à partir du XIVe siècle, la principauté de Moscou commença à s'imposer comme la principale puissance parmi les principautés russes. Cela était principalement dû aux politiques habiles de ces princes qui manœuvraient avec soin
entre alliances et conflits tant avec les Mongols qu'avec les autres principautés russes. Une figure clé dans le développement de Moscou fut Ivan Prindeder. Sous son règne, Moscou gagna encore plus de pouvoir et de richesse en obtenant des privilèges fiscaux des Mongols et en étendant son territoire grâce à une politique de mariage stratégique et de diplomatie. En 1321, Ivan réussit à convaincre le métropolite de l'Église orthodoxe russe de déplacer son siège à Moscou, renforçant ainsi encore plus la signification religieuse et culturelle de la ville. Grâce à sa position stratégique sur la Moskova, qui se jette dans la Volga, Moscou devint également un centre économique majeur. Peu à peu, toutes les principautés rivales, comme Vladimir, Tver et Novgorod, furent conquises et intégrées. Le successeur d'Ivan, Siméon le Fier, fut le premier à se proclamer grand prince. Moscou était désormais aussi le centre de la résistance contre les Mongols. Les princes exploitèrent habilement la faiblesse de la horde pour se libérer de la domination mongole. Sous Ivan le Grand, de nombreuses défaites cuisantes furent infligées à l'Empire mongol, provoquant son effondrement. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter désormais. Après la conquête de Constantinople par l'Empire ottoman et la chute de l'Empire byzantin, Ivan le Grand proclama Moscou comme le dernier bastion restant du christianisme orthodoxe et la troisième Rome. Les dirigeants prirent dès lors le titre de tsar en référence au latin César, c'est-à-dire empereur. Ainsi, la principauté de Moscou devint une chose du passé. Les tsars se considéraient désormais comme les successeurs de l'Empire byzantin et les protecteurs de tous les orthodoxes. Ils abandonnèrent le titre de grand prince pour se nommer tsar de Russie. Finalement, l'expansion territoriale de la principauté de Moscou mena à la formation d'un État russe unifié. L'étape la plus importante dans cette transformation fut la consolidation politique et la centralisation du pouvoir à Moscou, comme c'est encore le CA aujourd'hui. Les princes locaux et les nobles furent soit intégrés dans le système moscovite, soit écartés. Des réformes majeures en administration, dans l'armée et dans la législation posèrent finalement les bases de l'Empire russe moderne. Pour finir, faisons un dernier saut vers l'île de vacances préférée des Allemands, Majorque. Avant que l'île ne devienne un haut lieu du tourisme de masse, elle fut un territoire constamment disputé, offrant une position stratégique idéale au cœur de la Méditerranée. Elle joua donc un rôle essentiel dans la Reconquista lorsque les souverains chrétiens cherchaient à repousser la domination musulmane en Espagne. En l'an 1229, Jacques Ier d'Aragon, également connu sous le nom de Jacques le Conquérant, conquit Majorque, marquant la fin de la domination musulmane sur l'île. Il était un descendant du royaume d'Aragon, l'un des plus grands royaumes espagnols, mais il voulait établir son propre royaume. Ainsi, les territoires voisins, y compris les îles Baléares de Minorque, Ibiza et Formentera, tombèrent sous son contrôle. Des territoires continentaux, comme les régions situées à la frontière franco-espagnole actuelle, ainsi que la ville française de Montpellier, firent également partie de son domaine. Le royaume de Majorque était né. Ses successeurs consolidèrent le contrôle sur ces territoires et firent du royaume une puissance commerciale importante en Méditerranée. Les souverains résidaient à Palma, où l'on peut encore admirer aujourd'hui l'imposant palais royal et la cathédrale. Cependant, environ 100 ans après sa fondation, le royaume fut confronté à des problèmes croissants. Le royaume d'Aragon, sur le continent espagnol, cherchait à gouverner directement le royaume de Majorque. De plus, il fut constamment impliqué dans des guerres sur le continent, tant en France qu'en Espagne. Ces guerres, ainsi que la piraterie croissante, ruinèrent les finances du petit royaume, et une dispute de succession éclata. Le moment d'Aragon était venu. En 1341, Pierre IV d'Aragon lança une invasion. En l'espace de 3 ans, il parvint à conquérir toutes les îles Baléares ainsi que les possessions situées à la frontière franco-espagnole. Le dernier roi de Majorque parvint à conserver brièvement ses possessions en France, mais dut finalement les vendre au roi de France en 1349. Il fut toutefois tué peu de temps après,
et le royaume de Majorque fut finalement intégré à la couronne d'Aragon.